Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo, l'émission recommandée par les plus grandes marques de crème glacée. C'est Eric Simonin, bonjour. Ça va être difficile d'enchaîner après ça, hein. Ah ouais, c'est fait pour en même temps. Terrible. Alors aujourd'hui, nous recevons personne. Personne. Ah si, juste vous. Parce que vous vous êtes amusé à faire 3 scénarios d'après-crise, après cette crise du Covid-19. Que va-t-il se passer pour le marché de l'immobilier? 3 scénarios, on commence avec peut-être celui qui est le moins optimiste. Ouais, il faut dire pourquoi aussi, Eric, parce qu'on a eu énormément de questions, dont une de quelqu'un qui n'est pas en Alsace. J'ai noté Christelle de Sanary, donc Ouais. comme quoi Top Music dépasse les frontières alsaciennes. Et elle nous a posé une question que beaucoup d'auditeurs nous ont posée, c'est est-ce que les prix vont baisser, etc. Bon, alors moi je ne suis pas devin, mais je me suis dit je vais me lancer dans 3 hypothèses potentielles, et puis on verra bien celle qui marchera dans rendez-vous dans quelques mois. Alors, scénario numéro 1, le marché de l'immobilier, c'est un crack. Alors, ça arrive, vous me disiez avant l'émission, ça arrive de temps en temps. Donc, on peut craindre un crack immobilier, là, pour les prochains temps? Alors, j'en sais rien, Eric, mais on va faire une hypothèse. Ouais. Si vous voulez, vous avez une économie en stand-by, entreprise sans chiffre d'affaires depuis 2 ou 3 mois, des emplois menacés, perte du pouvoir d'achat, chômage. Là, je dresse un tableau très noir, mais on est, On est on est dedans. On est dedans. Donc ce tableau pourrait être encore noirci, mais l'est suffisamment pour imaginer qu'une grande partie de la population n'aurait plus accès au crédit. D'autant plus que les banques vont encore, je pense, durcir les conditions d'octroi des prêts. Donc ça nous fait peut-être un premier point noir, c'est ce que j'appelle les achats reportés. Les achats reportés, on peut imaginer les achats de résidences secondaires ou les achats dits de confort. Je suis bien où je suis, si j'avais plus grand, ce serait bien. Là, je pense que ces gens-là vont dire j'attends. Et puis, quelques investissements non primordiaux, comme j'investis peut-être pour mettre dans un Airbnb. Bon, ça, ces gens-là, je pense qu'ils vont aussi se dire j'attends et je verrai bien après. L'attentisme, c'est mortel, hein, pour le marché de l'immobilier. Deuxième point noir, des catégories d'acheteurs. Donc je pense déjà aux primo-accédants. Ceux qui avaient fait des simulations de prêts fin 2019 avec un niveau de taux qui était plus faible qu'aujourd'hui, parce que les taux sont remontés, et qui étaient un peu limite déjà au niveau du taux d'endettement. Là, les taux ont remonté, ont pris 0,2, 0,3. Ça paraît pas grand-chose, mais ça fait une somme d'argent quand on est limite. Je pense que cette frange de la population n'aura plus accès au crédit. Je l'ai dit aussi, durcissement des conditions d'octroi des prêts, même pour les gens qui ont des budgets plutôt confortables, parce que les banques préfèrent pour l'instant se focaliser sur les prêts aux entreprises plutôt qu'aux particuliers. Alors, quand on a fait tout ça, on se dit, est-ce qu'il y a une corrélation avec ceci vers, est-ce que ça peut engendrer, pardon, une baisse des prix de l'immobilier? Donc évidemment, quand il y a un ralentissement du rythme des transactions, ça entraîne automatiquement une baisse des prix. Un point sur les précédentes crises, qui étaient plutôt des crises économiques. Elles ont généré une correction des prix qui n'a jamais été supérieure à 12%, pour les plus violentes. Pour vous donner une idée, les crises, il y a eu celle de 92, 2000, il y a eu 2008 évidemment, et il y a celle que l'on connaît. Donc c'est 12% de correction. Je mets un bémol entre les villes peu attractives, qui ont corrigé beaucoup plus, c'est-à-dire les villes qui étaient déjà peu attractives en zone rurale. Là, je parle de toute la France, hein, je ne suis pas que en Alsace. Elles, on pourrait imaginer une correction qui va de 10 à 15% sur les prix de l'immobilier. Je pense que l'Alsace n'est pas vraiment concernée dans ces proportions, mais je ne suis pas devin. Quand vous dites une correction, ça veut dire des prix en baisse? Des prix en baisse. Ouais. On baisse de 10 à 15%. Après, deuxième catégorie, les villes dites attractives. Exemple Strasbourg, Colmar, dans une moindre mesure Mulhouse, mais quand même, et puis toute la zone frontalière de Saint-Louis. Là, les niveaux de prix qui ont été atteints ces dernières années ont permis à une certaine catégorie de la population qui était plutôt à l'aise d'accéder à la propriété. Ces gens-là sont moins touchés par la crise, donc pas forcément besoin de vendre à tout prix pour sauver un certain pouvoir d'achat. Donc je pense que ces gens-là ne vont pas se précipiter pour vendre, voilà, sauf peut-être divorce. Et ça, confère une émission qu'on a déjà fait avec Maître Calderoli sur les divorces. Pour les centres-villes, ces villes attractives, économiquement attractives, on peut imaginer, si je me risque à un pronostic, à une correction de 5 à 10%. Je mets un bémol parce que les prix réels ne sont pas forcément les prix affichés, notamment dans l'ancien. Si on regarde Le Bon Coin ou toutes les plateformes, vous avez un prix qui est affiché, vous avez souvent une négociation qui est faite. Bon, si on prend maintenant ce qui s'est passé en 2008 sur les prix de marché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendaient leurs biens il y a encore un an, qui pensaient qu'ils avaient un château en Espagne. Donc là, il y a des fortes corrections, mais qui se font de toute façon, qui se seraient faites déjà l'année dernière. Ouais. Si on est au prix du marché, en 2008, la moyenne par rapport au prix de l'ancien était une correction de 8,5%. 8,5%.
pour la moyenne nationale. Là, ce que l'on peut imaginer, c'est que sur le marché de la revente, c'est qu'un délai beaucoup plus long pour revendre son bien immobilier. Je pense que l'année dernière, c'était autour de 1 mois et demi, 2 mois pour trouver un acquéreur. On devrait flirter avec les 4 à 5 mois aujourd'hui. Dans le neuf maintenant. Alors dans le neuf, c'est un peu différent parce que les marges sont déjà compressées. On a des prix du foncier qui ont explosé ces dernières années. Le foncier et les taxes, c'est 40% d'un prix d'un logement. Vous mettez après les coûts de construction, la marge est relativement faible. Je ne vais pas pleurer sur les promoteurs ou les constructeurs, mais ce n'est pas les marges qu'on avait dans les années 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le delta qu'ils ont, la latitude qu'ils ont est relativement faible. Et là, on ne parle plus de proportions de 10 à 15%. C'est des proportions faibles. Je mets un bémol encore. Si dans les 6 mois ou 8 mois qui viennent, on a tout d'un coup des proportions de baisse de prix qui sont importantes, je dis méfiance. Parce que ça veut peut-être dire qu'on a un promoteur qui est pris à la gorge, parce qu'il s'est engagé trop sur des terrains trop élevés, c'est-à-dire qu'il a des prix de sortie qui sont déraisonnables par rapport à des prix de marché, et il se dit, je vais mourir, donc il faut vraiment que je liquide mes biens. Là, on peut se dire, si je suis particulier, alors je vais faire l'affaire du siècle. Peut-être. La seule chose qu'il ne faut pas imaginer, c'est que l'affaire, elle ne se fait pas à l'achat, elle se fait à la livraison du bien, quand il est livré. Donc la question, c'est, posez-vous la question, si tout d'un coup, j'ai un professionnel dans le neuf qui brade ses prix, est-ce qu'il sera assez solide pour finir mon chantier? Est-ce qu'il sera assez solide 10 ans après la construction, quand j'en aurai encore besoin, la durée de la plus longue des garanties? Je le précise. Donc attention dans le neuf. Bref, chômage de masse, contraction de l'offre de crédit, attractivité d'une ville. En conclusion, il serait déraisonnable de penser que la crise sanitaire actuelle sera sans impact sur le marché de l'immobilier. Mais les plus expérimentés d'entre nous le savent, le marché de l'immobilier connaît une crise environ tous les 10 ans et s'en remet toujours. Voilà pour le scénario catastrophe que l'on pourrait imaginer. La cata, le crack. Maintenant, un scénario beaucoup plus optimiste, un petit peu plus optimiste, le marché fait tout simplement une pause. Le marché en pause. C'est mon scénario numéro 2, hypothèse numéro 2. On pourrait imaginer que on peut appeler ça une consolidation à plat. J'ai utilisé cette formule-là. Il est évident que le volume de transactions va être impacté car l'investissement dans l'immobilier s'appuie avant tout sur la confiance en l'avenir. Partant de là, il y a de fort à parier que ceux qui n'avaient pas encore engagé de réelles recherches laissent passer quelques mois avant de s'y remettre. Ils sont en position d'attente. Mais les besoins, mobilité, évolution des structures familiales, qui motivaient les projets d'avant la crise, sont toujours d'actualité. Si mon logement n'était pas adapté avant, il y a encore moins de raisons, après 2 mois de confinement avec madame et les enfants, et le chien, de se dire vraiment ça va plus. Alors c'est ou la femme ou le logement. Je conseille de changer de logement, ça m'arrange. Donc, oui, si c'est la femme, ça arrange les avocats et les notaires. Donc là, je vais parler pour ma paroisse. Et les amants. Donc, le logement, on répond à un besoin primaire, se loger. Donc c'est ce qui fait dire qu'il y a toujours ces besoins qui sont émergents, ils sont toujours présents. Donc on peut imaginer que les candidats seront moins nombreux, mais toujours motivés et finançables. CF, là, le durcissement des crédits dont j'ai parlé juste avant. En parallèle, on a des fondamentaux dans notre secteur. Et ces fondamentaux peuvent rendre réaliste cette notion de marché à plat. Le business model du marché immobilier ou de l'investissement immobilier est basé sur le long terme, soit 20 ans en moyenne. Prenons le cas d'un investisseur qui, par exemple, prépare sa retraite. Il s'endette sur un actif qui se valorise dans le temps avec un locataire qui rembourse une partie de l'investissement réalisé. Ça veut dire quoi? Il n'y aurait plus de locataires? Si l'on considère que certains, du fait de la crise, n'auront plus accès au crédit immobilier, donc pas d'achat potentiel, ils seront obligés d'être locataires, recours donc à la location, donc l'investisseur pourra toujours trouver des locataires. Donc pour qu'il n'y ait plus de marché, notamment dans l'investissement, il faudrait qu'il n'y ait plus de locataires, impossible. C'est ce qui me fait dire que, et en plus que le marché ne sera pas éternellement en pause. Voilà pour mon scénario, hypothèse numéro 2. Et l'hypothèse numéro 3, c'est une reprise. Oui. Rapide. On peut rester optimiste, on imagine une reprise. Alors, avant la crise sanitaire, de très nombreuses villes de France étaient attractives parce que considérées comme des zones tendues, autrement dit des zones demandeuses de logement. Ces villes restent attractives. Ça n'a pas changé en 2 mois. Elles ont encore une certaine tonicité économique et d'autant plus les villes frontalières, Suisse, Allemagne, Luxembourg, qui vont bénéficier de la stratégie différente de confinement de nos voisins. Il y a des leviers économiques qui vont s'annoncer. Un, le retour à l'inflation. Lorsque, pour juguler cette crise, les gouvernements ont fait tourner la planche à billets. Quand on fait tourner la planche à billets, on crée de la valeur artificielle et ça crée de l'inflation. Et c'est à ce moment-là que l'immobilier prend tout son sens en termes de valeur refuge.
Mauvaise nouvelle pour les uns, les épargnants. L'inflation, c'est pas bon pour les épargnants. Bonne nouvelle pour les autres, les emprunteurs. Donc pour moi, je ne vais pas jusqu'à dire que l'inflation remboursera les mensualités, mais on peut imaginer qu'elle va permettre de créer un amortisseur par rapport à ces mensualités. Il y aura de l'inflation, je ne pense pas au niveau des salaires, sauf si le SMIC est réévalué, et puis après, la consommation nécessaire, comme l'électricité, le gaz, où là, les tarifs peuvent un peu augmenter, ça va générer de l'inflation. Je l'ai mis comme étant un levier économique, mais celui-là, je ne le prends pas trop en considération, je le prends un petit peu quand même. Un deuxième point qui peut arriver, c'est la taxation de l'épargne. Alors là, ça va faire grincer des dents. En période d'incertitude, les Français épargnent. On a peur, on construit son bas de laine, et c'est autant d'argent qui ne circule pas dans l'économie. Et c'est bien une relance par la consommation dont nous allons avoir besoin. Donc, l'idée de taxer l'épargne privée pour solder la dette nationale avait germé dans l'esprit des dirigeants du FMI après la crise de 2008. Et il faut savoir qu'en 92, l'Italie, pour sortir de la crise, avait décidé de taxer l'épargne à 0,6% dès le premier euro, pour obliger les gens à liquider leur épargne et consommer. Bien. Si l'État venait à taxer lourdement l'épargne, il serait fort à parier que cet argent serait placé dans une valeur refuge, l'immobilier. Troisième point, j'ai imaginé un grand plan Marshall de relance du bâtiment. Vous connaissez l'adage, un peu éculé mais il est toujours valable, quand le bâtiment va, tout va. Le logement est aidé depuis la Seconde Guerre mondiale, comment penser qu'il ne soit pas ainsi après cette crise ? Le bâtiment est un moteur économique puissant, générateur de croissance et d'emploi. Je rappelle, 5,5% de l'emploi total en France. À cela s'ajoutent de nombreux avantages, emplois non délocalisables, des emplois qui concernent tous les territoires, même les zones sinistrées. Ces emplois à forte productivité et faible qualification qui agissent en masse sur la frange de la population la plus affectée par le chômage. Ça veut dire que l'État serait plus enclin à aider le bâtiment par rapport aux 3 éléments que je viens d'indiquer. Donc, si l'on mise, et si l'on est optimiste, et si l'on mise sur un scénario de reprise, on considère que les raisons fondamentales d'une reprise sont bien réelles. Lesquelles ? Dans les zones tendues, le besoin de logement, je l'ai dit, que ce soit à l'achat ou à la location, restera toujours aussi important. Dans un même temps, les incontournables suivants joueront en faveur d'un marché dynamique. 1. Des taux d'intérêt toujours aussi bas. Ils ont remonté un petit peu, 0,3, 0,4, ça fait un peu mal, mais ils sont toujours bas. L'impérieuse nécessité de préparer sa retraite, ne serait-ce que pour répondre aux inquiétudes que la réforme de retraite a générées les mois passés, qu'ont fait les Gilets jaunes. La dépréciation actuelle des valeurs boursières, il est plus que probable que les Français vont se détourner durablement des valeurs immobilières moribondes pour revenir à l'investissement immobilier, séduit par ses qualités jamais démenties de valeur refuge. D'ailleurs, aujourd'hui, les rendements locatifs deviennent intéressants en comparaison aux revenus de placement financier. Dernier point, l'immobilier reste un des meilleurs moyens pour transmettre un patrimoine tangible à ses enfants. En conclusion, puisque c'est ce que vous allez me proposer. Bah oui. Le secteur de l'immobilier, c'est 15% du PIB, 75 milliards par an de rentrée fiscale, 2 millions d'emplois directs, 500 000 emplois indirects. C'est sûr que ce domaine vivra un affaiblissement économique, quelle que soit l'aide publique consentie. Cela servira d'amortisseur, mais n'empêchera pas la diminution des transactions immobilières, achats et reventes. Mais n'est-ce pas un mal pour un bien, Eric ? Cette crise sanitaire serait-elle paradoxalement salutaire pour le marché immobilier dans son ensemble ? Je pense que oui. Avant cette crise, nous nous acheminions vers une inflation annuelle des prix comprise entre 5 et 10%, créant une perspective de bulle immobilière. Il est sûrement préférable que ce virus vienne assainir le marché avant qu'il n'éclate violemment, comme à Paris en 92, à Marseille en 2008 ou à Bordeaux en 2018. Gageons que la pandémie et ses désastres auront aussi pour effet de rééquilibrer le marché. Ça veut dire que les prix vont rester plutôt stables, voire baisser un petit peu, et que l'accès à la propriété sera favorisé, si l'on en croit votre scénario le plus optimiste. Pour citer Pierre Dac, la prédiction est un art difficile, surtout quand elle s'applique à l'avenir, mon cher Eric. Et puis l'infini, c'est long. C'est long. Surtout vers la fin, comme disait Woody Allen. Merci beaucoup, Cédric Simonin. Merci. Bonjour à tout le monde du côté Trianon Résidence. Et puis, on suit ça très très près, évidemment, dans Igloo, dans une prochaine émission. Et puis, rendez-vous dans 6 mois pour voir quelle est l'hypothèse qui est sortie. On fera ça. C'est sur topmusic.fr. Toutes les émissions d'Igloo depuis le début, depuis 2 saisons maintenant.
sur le site de Trianon Résidence, sur Igloo On Air sur Facebook et sur la chaîne YouTube d'Igloo. Salut! Salut.